RCF. Après nous avoir raconté l'histoire politique du christianisme de l'Église, le sociologue et politologue Olivier Bobineau s'est intéressé à l'un des mots M-A-U-X et M-O-T de notre époque, celui de radicalisation. Olivier Bobineau, bonjour. Bonjour à vous. La voie de la radicalisation, c'est le titre du livre que vous avez écrit avec Pierre Engan aux éditions Armand Collin. Vous affrontez donc ce mot et sa réalité aujourd'hui pour comprendre, pour mieux agir. C'est le sous-titre que vous avez choisi pour explorer ce phénomène contemporain avec ce mot qui revient très régulièrement dans l'actualité de ces dernières années autour des attentats du terrorisme islamique en France et ailleurs. Peut-être une première question un peu générale, Olivier Bobineau. Pourquoi, à votre tour, ce mot vous a intéressé ? Ça renvoie à un parcours et un choix en 2014. Le parcours fait que je me suis intéressé depuis 2005 à l'islam pour des raisons scientifiques et des raisons professionnelles. Des raisons scientifiques parce que, après avoir passé beaucoup de temps sur le christianisme, il me semblait intéressant de regarder en souvenir aussi d'un passé où j'ai grandi à Laval, dans des quartiers populaires, et je fréquentais beaucoup de musulmans. Il me semblait intéressant de pratiquer ma recherche interdisciplinaire sur la religion musulmane, où j'entendais ici ou là soit des caricatures, ou ce que je ne savais pas comme caricature, et parfois des réductions à certaines choses, et qui m'interrogeaient au regard donc de mon laboratoire, où je rencontrais des islamologues, des spécialistes du Coran, des exégètes, et qui me donnaient à voir et à comprendre un tout autre Coran, une toute autre religion. Et ensuite, après m'être spécialisé là-dessus, j'ai regardé du côté de la politique publique en matière cultuelle, et à ce titre-là, je suis devenu conseiller scientifique au Bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur. À l'époque, le Bureau central des cultes, donc, qui est l'organe qui s'occupe des cultes en France, pour la République française. Il était dirigé par Didier Lesky, devenu préfet depuis, et il m'a confié une mission complètement étonnante qui était la formation des imams. Voilà, et à titre professionnel, je me suis donc intéressé à cela. Et en découvrant cela, je voyais différentes choses qui se sont passées. Et en 2014, je fais le choix de créer un cabinet de sciences humaines appliqué à l'apaisement du lien social. Et donc est venue la thématique de la radicalisation. Puisque 2015, c'est la première le premier attentat de cette série contemporaine, même si auparavant, il ne faut pas oublier Mohamed Merah en 2012. Ce mot, comment est-ce qu'il vous a interrogé ? Parce que suivant les personnes qui l'emploient, on n'y met pas forcément la même définition. Je peux dire suivant les personnes, mais aussi suivant les époques, suivant la géographie aussi où il est employé. Le mot radicalisation, il va signifier un retour à la racine. Il va aussi pouvoir signifier un durcissement d'une intention, d'une pensée, d'une action par rapport au monde d'où l'on vient. Mais il peut aussi être ce que l'on connaît plus habituellement ces dernières années, c'est-à-dire décrire le passage à un acte violent et meurtrier. Ce mot, par quelle entrée y êtes-vous venu et comment vous le définissez ? Ah, vous avez déjà tout dit, Arnaud. Deux choses. D'une part, je découvre vraiment grâce à des maîtres et au fait d'assister à des cours au Collège de France, mais aussi des fréquentations de philologues, le grec, le latin, l'hébreu, et je m'intéresse depuis maintenant une bonne dizaine d'années à l'étymologie, mais véritablement. Et après avoir lu le dialogue de Cratyle, de Platon, et qui insiste. Il faut rappeler ce que c'est, parce que tout le monde n'est pas familier avec cela. Sûr, évidemment. Et donc, dans ce dialogue, Platon met en scène une discussion entre Socrate et des détracteurs, et notamment l'un d'entre eux, Cratyle, qui dit que le langage est une histoire de convention sociale. Oui, certes, mais Socrate insiste en disant il y a du sens. Il y a du sens qui s'explique aussi par l'histoire, qui s'explique aussi parce qu'à un moment donné, les hommes veulent capter leur réalité et que le mot porte un sens pour capter la réalité. Et donc l'étymologie, je me suis intéressé
rapidement à cela, et tous mes cours commençaient par l'étymologie. Quand je faisais de la philosophie politique ou de la sociologie ou de l'histoire, je commençais par l'étymologie. Et en m'intéressant au mot étymologie, quelle ne fut pas ma surprise de voir que radicalisation venait de radix, qui en latin veut dire la racine. Le princeps, si vous voulez, le principe premier, la source, l'origine de... Premier élément. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, alors que l'actualité... On voit pas cette définition-là. Hein. Jamais. De fait, jamais. On va revenir sur cela. Et je me suis dit, c'est un indice. Et puis j'ai regardé la littérature anglo-saxonne, et en effet, dans la littérature anglo-saxonne de mes chers collègues anglais, américains et irlandais aussi, qui s'intéressent à cela, le mot est associé à terrorisme, et donc violence. Mais précisément à violence terroriste tout de même. Et en lisant un ouvrage d'un collègue, Farhad Kosso-Kavar, qui a écrit un livre en 2016 sur la radicalisation, lui prenait fait et cause pour ce terme. Et un jour, en discutant en l'occurrence avec Pierre Engan, qui est le co-auteur, qui est le monsieur anti-radicalisation, on y reviendra peut-être, eh bien Pierre Engan me dit... Olivier, il y a un sujet, on associe la radicalisation à la violence terroriste. Et moi je lui dis, c'est très simple, l'étymologie et l'histoire, et je prends pour exemple le parti radical, le parti de Clémenceau, on peut pas dire qu'ils faisaient de la violence terroriste, ils étaient radicaux en quoi ? Ils étaient radicaux parce que la radicalisation, on y reviendra dans la définition, mais c'est d'abord vouloir à un moment donné choisir quelque chose comme source première de l'identité. Et surtout que le parti radical était situé au centre de l'échiquier, donc voilà. Pas du tout sur les partis extrêmes à les pousser au plus loin. Voilà. Mais du coup, ce mot, il est compliqué parce que là, ce que vous êtes en train de nous dire, évidemment, c'est très différent d'un passage à une dureté. Or, dans le livre, vous écrivez la radicalité. Jésus s'est fait remarquer par ses messages qui portaient une certaine radicalité. Et Gandhi également, alors que lui, c'était l'apôtre de la non-violence, donc l'inverse. Donc, comment est-ce qu'on est passé finalement de cette conception-là, d'un retour à la racine, ou en tous les cas d'une définition par le langage de ce qu'est la radicalisation, à quelque chose de très violent, et qui est presque d'un passage d'un monde à l'autre. C'est même pas un glissement vers quelque chose de plus dur, c'est le passage d'un monde à un autre. Je vais faire mon politologue, spécialisé sciences politiques, un peu d'histoire de politique publique. Le 7 janvier en 2015, quand il y a les attentats, Charlie Hebdo, à l'époque, une universitaire, une collègue, qui s'appelle Madame Bouzard, va voir le CIPDR, le Comité interministériel de prévention et de lutte contre la délinquance et la radicalisation, dirigé par Pierre Engan, qui est préfet, qui appartient au corps préfectoral, et cet universitaire lui dit... voilà, il y a des sujets en islam, je propose le terme radicalisation. Et de fait, la politique publique, les ministères, mais aussi que ce soit la justice par exemple ou l'administration pénitentiaire ou encore le ministère de l'Éducation nationale, vont prendre ce mot, et avec l'appui d'une scientifique, mais qui venait de quitter l'université, pour des raisons personnelles, était passée de l'autre côté, si l'on peut dire. Et nous, de notre côté, les universitaires, les sociologues, politologues, les spécialistes de la question religieuse, disons à l'époque, on n'avait pas fait ce pas. Et Dounia Bouzard, donc, quand elle va aller voir Pierre, elle va imposer le terme anglo-saxon. Et ce qui fait que, rapidement, en associant violence, alors que le CIPDR, le Comité interministériel de prévention et de lutte contre la délinquance et la radicalisation, veut faire de la prévention, eh bien, ils sont pris dans un amalgame où le terme renvoie au passage à l'acte, alors que eux, ils doivent faire de la prévention. Et ensuite, avec Pierre Engan, on se rencontre précisément le 10 novembre 2014. On s'était rencontrés, et ensuite au mois de janvier et au mois de février avec les attentats, et je lui dis il faut changer le concept parce que la politique publique ne peut pas se fonder sur le passage à l'acte, il faut regarder avant. Ouais. Regardez avant, mais quand même regardons après aussi sur finalement la manière dont les deux définitions que vous venez de donner, Olivier Bobineau, elles peuvent se rejoindre. Oui. Le passage à l'acte d'un côté, oui, et la première définition de la radicalisation qui est un retour à la racine. Quand on entend les motivations de ceux qui passent à l'acte, de ceux qui vont vers la violence islamique, ils portent aussi cette idée d'un retour à la racine d'un islam qu'on peut penser juste, qu'on peut penser dévoyé, qu'on peut penser perverti, mais il y a quand même cela. Alors est-ce que il n'y a pas une curiosité de les entendre finalement réunir, ces deux définitions de la radicalisation ? Alors d'abord, première chose, notre société moderne est en phase de radicalisation. Nous sommes tous, et notamment les jeunes, à la recherche de racines.
La racine, ça peut être l'école, non, ou de moins en moins. Ça pourrait être la République, de moins en moins. Ça peut être le progrès, ça peut être le réseau social, ça peut être le groupe, ça peut être un dieu, ça peut être la paix, ça peut être l'argent, ça peut être le jeu vidéo. Une racine qui vient déterminer la construction identitaire des jeunes. Donc, on est en phase de radicalisation. Je dis, à un moment donné, dans l'ouvrage, nous sommes à l'âge des radicalités. Voilà. Pourquoi ? Alors, il y a un contexte, on y reviendra peut-être, mais il y a un contexte aujourd'hui de multiplication des référentiels, des valeurs. Peut-être venons-y maintenant, parce qu'effectivement, vous faites une histoire seulement de ces dernières décennies, oui. De la manière dont les idéologies, dont les religions se sont effondrées ou en partie effondrées. Et donc, il y a une perte de ce qui structurait la société et les individus. Le capitalisme est venu s'y ajouter. On est entré aujourd'hui dans une ère de l'individualisation. Il faut exacerber le rapport à soi. Et donc, c'est très compliqué de se construire là-dedans au milieu de ces identités multiples. C'est ça le contexte pour vous. Le contexte, c'est la théorie des 7 P, des 7 figures de l'autorité. Et une autorité a pour objet de construire l'identité des générations en leur offrant du sens. Une autorité, le propre d'une autorité, c'est auctoritas. Donc nous sommes le 16 janvier en 24 avant Jésus-Christ. C'est quand quand Octave, l'empereur, devient Auguste. Bon, auctoritas, c'est-à-dire celle qui donne le sens. D'inspiration divine et qui donne le sens. C'est ça de la République romaine à l'Empire romain. Voilà, avec le culte des dieux. Bien. Et de la personne. On en reparlera. Ah oui, quel bonheur. Non, donc ça veut dire quoi ? Si cette figure de l'autorité, dans les années 70-80, elles perdent leur légitimité. D'abord le père, qui vient du pater familias latin, donc qui est l'autorité morale juridique qui va structurer la société occidentale et notamment sur le pourtour de la Méditerranée. Le père, le prêtre est aussi en recul, en perte de légitimité. Le professeur, le patron, la patrie, le parti et le prince, le chef d'État. Ces 7 grandes figures ont fondé la construction identitaire, ont été l'autorité morale de la construction identitaire de génération en génération. Or, en 30 ans, tout ça est remis en cause. Il ne reste qu'une seule figure de l'autorité, c'est l'individu. Et l'individu, dans un marché du sens, on va dire, en plus favorisé par des réseaux sociaux, par la toile, qui va multiplier les référentiels, qui va associer des référentiels sans faire de hiérarchie, mais tout à équivalence, ce qui fait que des jeunes gens qui se construisent, par le biais de réseaux, par le biais de leurs contacts, de leurs rencontres, vont pouvoir, au sens de Claude Lévi-Strauss, bricoler. C'est-à-dire prendre, tester, tâtonner, hésiter, jeter, prendre, reprendre. Bien, dans ce contexte-là, à un moment donné, il y a des jeunes gens qui vont dire, il n'y a plus de hiérarchie, que choisir ? Vous savez, c'est comme quand vous allez dans un restaurant, le menu est tellement... Vous avez 25 menus à choisir, que choisir. Et à un moment donné, oui... Ils ont besoin qu'on réduise le choix, parce que c'est ça, effectivement, que vous écrivez dans le livre La Voie de la radicalisation, et que l'on voit aussi dans ceux qui vont vers les courants les plus extrêmes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de règles, de normes extrêmement strictes et restrictives. Trop de choix, finalement, fait perdre le sens aux personnes. Quand vous êtes adolescent, en pleine construction, donc là... On pourrait parler aussi des stades de développement de Maria Montessori, de cette grande médecin, femme italienne, pédagogue bien sûr, reconnue à l'échelle mondiale, montre que entre 12 et 15 ans, c'est l'âge où l'image de soi, l'appartenance au groupe social, au groupe des pairs, PAIRS, on y reviendra peut-être, est fondamentale. Précisément à ce moment-là, en pleine puberté, en pleine explosion des neurones, des hormones, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est proposé à ces jeunes gens, sachant que pour les papas et les mamans, ça va être compliqué. On le sait tous. On l'a tous vécu ou on va le vivre. Bien. Donc, à partir de là, il se trouve qu'il y a une demande de sens et de racines et que dans notre société actuelle, avec cette mise en équivalence, cette multiplication, cette effervescence, comment choisir ? C'est très compliqué en effet. Ouais. On va peut-être y venir dans la seconde partie de notre entretien, Olivier Bobineau, toujours avec vous pour le livre que vous avez écrit avec Pierre Engan, La Voie de la radicalisation, comprendre pour mieux agir, livre paru aux éditions Armand Collin. RCF
Mon invité est à nouveau Olivier Bobineau, sociologue et politologue qui publie avec Pierre Engan La voie de la radicalisation, comprendre pour mieux agir. C'est le titre du livre que vous publiez aux éditions Armand Collin. On l'a dit dans la première partie de notre entretien qui est à retrouver toujours en podcast sur rcf.fr. Comment vous êtes venu à ce mot de radicalisation avec ces définitions qui sont finalement très mouvantes à travers le temps entre un retour à la racine et puis un passage vers ce qu'il y a de plus extrême. Vous nous avez aussi expliqué, Olivier Bobineau, le contexte actuel que je pourrais résumer en une perte de sens avec l'écroulement de toutes les autorités, de tous les repères. Mais je voudrais qu'on débute sa seconde partie. Alors, excusez-moi Arnaud, alors allez-y. Je ne sais pas si c'est une perte de sens. Je pense qu'il y a justement trop de sens, mais qu'on n'arrive plus à faire le choix. Une illisibilité du sens. Hein. Il y a une inflation des repères qui fait qu'on ne sait plus trop comment choisir et quoi choisir. Oui. Alors là-dedans, comment justement se joue l'articulation entre l'individuel et le collectif ? Parce que nous sommes aussi entrés dans une ère depuis quelque temps de l'individualisme, et on le voit avec les publicités, avec les réseaux sociaux. Il y a une injonction à la pleine réalisation de soi et à la démonstration de cette pleine réalisation. Or, il y a aussi le besoin d'aller se retrouver entre soi, de construire des bulles ou des communautés, et c'est là-dedans aussi parfois que vient se nicher les germes de la radicalisation qui peuvent conduire aux actes terroristes islamiques. Comment ça s'articule, ça, l'individualisme et le collectif ? Alors d'abord, une première chose, la construction identitaire de ces orphelins du sens doit passer par une validation avec d'autres individus, d'autres jeunes, des pairs, PIRS, de ce qu'ils vivent. Ça s'appelle... J'ai appelé ça, à la suite de l'anthropologue Marc Abelès, la rassurance. Il faut se rassurer. Dans cette société multirisque, on est dans une société où il y a un risque écologique, un risque financier, un risque politique, un risque également familial, un risque social, multiplication de plusieurs risques, qui fait que ces jeunes gens, en quête de choix de sens, sur un marché explosif, eh bien, ils vont aller trouver des groupes chez leur père, parce que c'est pas chez leurs parents, c'est pas nécessairement chez leurs grands-parents, pour se rassurer et dire j'ai bien raison de penser ce que je pense. Donc plus pour se rassurer que par affinité ? Alors ça s'appelle la rassurance affinitaire, ou j'appelais ça l'individualisme confinitaire, cum avec ensemble, et finitaire qui vient d'affinité. Donc on va ensemble se rassurer autour de nos affinités. Bon. Mais ça, il n'y a pas que ces jeunes-là, on le voit bien dans les montées identitaires que traverse tout le monde. Évidemment, c'est présent là-dedans. On préfère être avec les gens qui nous ressemblent le plus. Et d'abord aussi dans les milieux catholiques. Absolument. Il y a de l'endogamie, les sociologues anthropologues parlent d'endogamie, c'est-à-dire que on va se rapprocher de celui qui est notre semblable d'abord, un entre-soi communautaire. La question qui se pose, c'est que pour une partie de la population française, issue de l'immigration, c'est le deuxième point important, l'immigration de culture musulmane, il va y avoir ce que j'ai appelé des plafonds de verre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces jeunes gens, dans les années 80, donc notamment la deuxième génération ne va pas pouvoir s'intégrer, et notamment à l'école, et notamment, elle a ce que j'appelle une double appartenance contradictoire, un double blind. Et cette contradiction est pour eux insatisfaisante et insupportable. Elle est insatisfaisante parce que quand ils vont au bled, là où sont leurs tantes, leurs oncles, au Maghreb, on les traite comme étrangers. Et ce sont des étrangers. En effet, ils ont grandi dans une autre culture, dans une autre culture. Ils connaissent pas le Coran, ils connaissent pas l'arabe, et surtout ils ont grandi dans la culture des colons. Il y a de l'histoire coloniale là-dedans, entre la France et le Maghreb, et notamment l'Algérie. Donc, on les traite de bâtards, d'étrangers. Vous n'avez rien à faire ici. Et quand ils reviennent dans la société d'accueil, on les traite de maghrébins, rebeux et vulgairement, grossièrement, de bougnoules. Donc, ma société de racine, d'origine, me rejette. Ma société d'accueil ne m'intègre pas. Qu'est-ce qui me reste comme moyen à moi, jeune ado, pour construire mon identité? Alors, il y avait une tentative qui était une tentative de revendication illustrée par la Marche des Beurs en 1983, la question de la reconnaissance pleine et entière, bien sûr, l'intégration dans des syndicats qui n'ont pas pris aussi en charge cette question-là, et donc du coup finalement, puisque la question sociale ne fonctionne pas, c'est la question raciale, religieuse qui a pris le relais. Alors,
Merci Arnaud. Donc on a bien compris, dans les années 89, la question sociale ne va pas pouvoir fonctionner. On va toujours leur reprocher d'être ceci, d'être cela, et eux, ils n'ont plus de pères. La religion des pères, P-E-R-E-S. Donc ils vont se reporter sur le politique, sauf qu'en mars 89, toutes les élections, les campagnes politiques qu'ils vont faire, les listes aux municipales, ils vont être pris entre d'un côté une gauche qui veut les exploiter, qui veut les reprendre, et de l'autre des électeurs qui leur disent mais vous nous abandonnez, vous allez dans les sphères politiques. Là il y a le plafond de verre politique qui vient se conjuguer au plafond social. Ils peuvent plus progresser, pris dans leurs contradictions historiques. Qu'est-ce qu'il leur reste ? Eh bien ils vont tourner, ils vont jeter le regard sur une réponse religieuse ou spirituelle. Et 1989 est une année importante, vous prenez le temps de la raconter dans votre livre, Olivier Bobineau. Parmi les événements qui la marquent, il y a la fatwa contre Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques. Il y a aussi l'affaire du voile de Creil, où 3 collégiennes à la rentrée en septembre sont venues 89. Avec un tchador, ce qui a conduit au premier débat sur la visibilité de l'islam en France. C'est pour vous la matrice de notre monde d'aujourd'hui, à la fois la question de l'opposition identitaire, mais elle conduisait pas encore à de la violence. Mais non, parce que, Arnaud, on a affaire à quoi dans ces banlieues, dans les années 89 ? On a affaire à une contre-culture. Une contre-culture, eh bien, c'est quoi ? C'est une culture d'un groupe social opposé à la culture dominante. Les contre-cultures, il y en a plein dans l'histoire de France et dans l'histoire des pays. Je vous donne une contre-culture, la contre-culture catholique paroissiale. Dans les années 1880 et en 1905, lors de la loi de 1905, dite de séparation des églises et de l'État, la contre-culture paroissiale, elle est opposée à la République, il va y avoir des morts, des conflits. Mais après la Seconde Guerre mondiale, cette contre-culture paroissiale brassée avec des événements, brassée par des événements politiques, elle va produire des ministres, des présidents, des syndicalistes, des chefs d'entreprise. Les 68 on peut dire que c'est quand même une contre-culture, ils vont être opposés à toutes les autorités, les figures tutélaires de l'autorité, le père, le prêtre, le professeur, le chef d'État, tout ce que vous voulez. Eh bien, ils vont être brassés eux aussi. Et on peut dire qu'il y a quand même des ministres, des présidents, des chefs d'entreprise, des syndicalistes qui vont être issus de cette contre-culture. Alors, nous, cette contre-culture des cités, comme je l'appelle, qui est d'origine de culture musulmane, que se passe-t-il en 89 ? Eh bien, en 89, le 9 novembre, c'est la chute du mur de Berlin. De 1945 à 1989, le grand adversaire des sociétés démocratiques occidentales, c'est le barbu rouge, qui est représenté dans les manuels scolaires au collège, avec un couteau ensanglanté, le bolchevique. C'est ça l'adversaire de l'Occident. On a un ennemi, on sait contre qui on se bat. Or, avec la chute du mur, la nature a horreur du vide, et notamment les identités, contre qui se battre. Et là, il va y avoir, ce que j'appelle dans le livre, le barbu vert, vert symbole de l'islam, un monsieur qui s'appelle Ayatollah Khomeini, qui va incarner tout cela, qui va incarner le grand adversaire. Donc le chef religieux iranien. Le chef religieux iranien, qui a fait sa révolution islamique socialiste 10 ans avant, en 1979. Il l'avait préparé d'ailleurs à Neuf-le-Château en France, avec l'appui des pouvoirs publics. Et 10 ans après, il va fêter tout ça, il va devenir le grand chef de l'islam. Mais en oubliant une chose, c'est que ce garçon, ce monsieur, il est duodécéminian, c'est-à-dire qu'il représente 1,8% de la population mondiale musulmane. C'est rien. Chiites, et les chiites sont minoritaires par rapport au sunnisme, qui ont comme Vatican, on va dire, la Mecque et l'Arabie saoudite, notamment avec évidemment tout le Maghreb dans la foulée. Et là, il va y avoir une association, des jeunes vont se dire c'est lui qui nous représente. Voilà pourquoi les filles, elles vont pas porter une burqa, ça n'existe pas à l'époque, elles vont pas porter un hijab, un niqab. Ça sera l'Arabie saoudite beaucoup plus tard, en 2005. Peut-être qu'on va y revenir. En revanche, on va pas avoir le temps. Bon, en 89, eh bien, c'est le tchador, c'est le voile de l'époque. Ouais. Je voudrais qu'on avance un petit peu, Olivier Bobineau, parce que je voudrais qu'on termine tout à l'heure par les questions de déradicalisation. Évidemment, avec un livre qui s'appelle La voie de la radicalisation, mais je voudrais quand même qu'on fasse une transition entre les deux, parce que là, ce que vous nous racontez, finalement, c'est notre génération que celle des personnes qui commettent les attentats terroristes au nom d'un islam en France et ailleurs. C'est la génération encore après. Comment est-ce qu'elle vous expliquait que finalement tout ce contexte qui était violent mais qui n'était pas guerrier, qui ne donnait pas à la mort, eh bien en vienne un jour à pousser des jeunes hommes et quelques jeunes femmes aussi à se donner la mort et à donner la mort. Là, on est passé sur une
radicalisation, j'ose dire. Violente. Violente. Elle n'est plus non violente. Ce n'est plus une radicalisation non violente, qui est une construction identitaire dans les années 90. On est passé dans une radicalisation violente. C'est l'année 2005. Au fond, en 89, c'est des jeunes qui sont en quête d'identité. Des orphelins du sens. Et qui prennent dans l'actualité géopolitique, là où ils peuvent. En revanche, en 2005, c'est une année tournant. C'est la deuxième après 1989. Où c'est la demande identitaire qui s'exprime et qui va piocher ici ou là des référentiels identitaires pour construire son identité. La deuxième année, c'est 2005. Qu'est-ce qui se passe ? 2005, c'est les émeutes en banlieue. Les émeutes en banlieue, et c'est surtout le manifeste terroriste d'un wahhabiste. C'est l'année où l'Arabie Saoudite prend la main sur le net et devient le leader de l'offre identitaire. On a dans les années 89 une demande identitaire. Elle se structure comme elle peut. Mais en 2005, d'un seul coup, quelqu'un propose une solution identitaire qui est de dire, de l'estime de soi, ce que j'appelle les 3 E dans l'ouvrage, c'est-à-dire l'estime de soi, l'équité, la justice sociale, parce que vous, dans l'Occident, les musulmans, vous êtes exploités, vous êtes soumis, vous êtes relégués dans des cités. 3, l'espérance politique religieuse. Le tout constituant un terreau d'espérance, d'offre de sens à ces jeunes en quête de sens. Et parfois, il va y avoir une rencontre entre l'offre et la demande sur ce marché du sens qui est alimenté par le wahhabisme qui prend pour origine 1744 quand l'imam Mohamed Abdel Wahhab va passer une alliance avec un petit prince à l'époque qui s'appelle Saoud et fonder les prémices de l'Arabie Saoudite. Seul pays dont le nom est celui qui l'a créé, de la famille qui l'a fondé. Mais tout ça n'explique pas encore complètement pourquoi la violence. Certes, on comprend que le wahhabisme, tout est défini par et dans une conception de l'islam. C'est l'islam qui englobe le monde, qui englobe les sociétés, qui englobe les gens. Mais en arriver à la violence, on pourrait se dire c'est encore un pas supplémentaire la radicalisation. Comment on y vient ? Comment on y vient, c'est la conclusion du livre. Au fond, ce que je viens de dire, c'est la radicalisation non violente. Nous avons fait état de différents travaux, différentes études, y compris les nôtres. On a accompagné, par exemple, 1040 enfants pendant 4 ans, qui connaissaient une radicalisation non violente. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de travaux sociologiques. Et j'appelle les pouvoirs publics, et notamment l'Agence nationale de la recherche, et donc j'ai eu un contact avec son directeur adjoint, pour tout vous dire, j'appelle avec une méthodologie précise où il faut qu'on fasse une vraie enquête, pas simplement psychologique, c'est insuffisant, mais aussi sociologique pour comprendre le passage à l'acte. Et aujourd'hui, aucune étude n'est publiée sur ce sujet-là, avec un terreau favorable que je viens de décrire avec vous lors de cet entretien. Avec un terreau favorable, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un facteur social, psychologique, personnel qui fait passer à l'acte tel enfant, tel jeune, et non pas tel enfant, tel jeune. Nous n'avons pas encore aujourd'hui d'études sérieuses. Et pourtant, vous le demandez, Gilles Kepel l'a demandé avant vous, oui. D'autres l'ont demandé, donc on peut s'interroger effectivement sur la manière dont et l'enseignement et les pouvoirs publics répondent à cela. En revanche, ils ont mis en place des choses. Ça s'appelle la déradicalisation depuis quelques années. Aujourd'hui, je crois qu'on a un peu revenu parce que constaté que c'était beaucoup plus compliqué. Mais le concept n'est pas bon. Le concept n'est pas bon. Aujourd'hui aussi, on commence à se poser des questions, et notamment aux États-Unis, parce que les premières personnes qui ont été condamnées pour ces raisons-là commencent ou vont sortir de prison, et on se demande si vraiment elles sont déradicalisées. Je vous pose la question frontalement et un peu naïvement, Olivier Bobineau. Peut-on déradicaliser quelqu'un qui s'est radicalisé ou qui a été radicalisé ? On ne peut pas déradicaliser, parce que déradicaliser, ça veut dire sortir les racines des gens. Si je sors votre colonne vertébrale, vous n'êtes plus, vous êtes mort. Ou voire même, pire, vous êtes en colère, plus encore en colère. Donc la question n'est pas celle de la déradicalisation. De substituer alors un autre sens, un autre repère. Oui, il faut substituer du sens, du repère, de l'esprit critique. À mon avis, la seule solution durable, et pour en avoir longuement parlé depuis 4 ans avec Pierre Enga Anne, et pour tout vous dire, c'est ce pourquoi je suis venu à Rennes, nous avons quitté la région parisienne avec ma petite famille, c'est que la seule solution durable, c'est l'école du sens pour toute la vie. C'est de créer un esprit critique, de permettre aux enfants d'apprendre avec bonheur, mais aussi de développer un esprit critique, d'être autonome, d'être créatif, et que le seul enjeu, c'est de proposer une école du sens pour toute la vie. Nous, on appelle ça un campus Montessori-Morin, le grand penseur, sociologue, philosophe, Edgar Morin, et pour permettre à nos jeunes d'être acteurs de leur vie, autonomes, mais aussi investis et engagés avec du sens. Il faut des moyens.
considérable. Il faut des moyens. Financiers, humains. Voilà, et financiers, humains. Donc, pour tout vous dire, on est rentré dans cette autre phase-là où je suis à la recherche de toute personne qui voudrait nous aider pour créer ce campus Montessori-Morin. On a les équipes, la pédagogie, le sens de l'école et en même temps le diagnostic, tel que je viens de le poser dans la voie de la radicalisation. Mais nous sommes en recherche, y compris de jeunes entrepreneurs qui pourraient être nos mécènes. Et ben voilà, donc le diagnostic est posé, s'appelle la voie de la radicalisation, comprendre pour mieux agir, c'est le livre que vous avez écrit avec Pierre Engan aux éditions Armand Collin. Donc on a compris que c'était vraiment le diagnostic, donc les réponses, la manière de corriger, c'est encore à inventer par la suite. Olivier Bobineau, un grand merci d'être revenu nous voir, et on peut retrouver cet entretien en 2 parties en podcast sur notre site rcf.fr. Belle journée à vous. Bonne journée à vous, merci. Bonne journée à vous, merci. Bonne journée à vous.